Bonjour à vous, bienvenue et merci encore pour votre présence et votre attention. Alors j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant vous pour présenter brièvement le parcours et l'œuvre de Pierrick Saurin et je vais maintenant vous parler de son travail dans un domaine particulier, celui de la scénographie et de la mise en scène d'opéra. Cet artiste a en effet travaillé sur les créations de plusieurs opéras du répertoire classique. Première expérience en 2006, il crée avec la complicité de Giorgio Barberio Corsetti la scénographie et la mise en scène de la Pietra del Paragone, la pierre de touche en français, œuvre de Rossini qu'il composa à l'âge de 20 ans. Suivra en 2008 un opéra contemporain, pastoral de Gérard Pesson, dont le casting associera des chanteurs lyriques à de jeunes chanteurs de la Star Academy. Il interviendra en 2011 à la Scala de Milan comme concepteur vidéo sur l'opéra Turandot de Puccini, puis ce sera la création de Poppea en 2012, une version pop-rock du couronnement de Poppée de Monteverdi. En 2013, il crée avec Luc de Witt une flûte enchantée de Mozart pour l'Opéra de Lyon. Et en 2015, c'est La Belle Hélène d'Offenbach avec à nouveau Barberio Corsetti. Et enfin, en 2020, ce sera Palla de Mozzi, opéra d'un compositeur italien moins connu, Gino Marinuzzi. Petite remarque technique, j'ai toujours sous cette table une petite pédale qui me permet de faire apparaître des images sur cet écran de plexiglas que vous ne voyez pas, mais qui est bien là devant moi. Alors Pierrick Saurin n'a jamais été particulièrement intéressé par l'opéra. Cette forme d'expression lui a longtemps semblé très conventionnelle et destinée à un public bourgeois. Et à vrai dire, avant de travailler lui-même dans le domaine lyrique, il n'avait jamais mis les pieds dans une maison d'opéra. En 2006, il est toutefois contacté par Jean-Luc Choplin, directeur du théâtre musical du Châtelet à Paris. Bonjour, je suis Jean-Luc Choplin, le directeur du théâtre du Châtelet. C'est pas ridicule la pomme là? Non, c'est juste comme il faut. Alors là, c'était un extrait d'un film promotionnel pour le théâtre du Châtelet, avec la participation de son directeur plutôt malmené par l'artiste réalisateur du film. Et d'ailleurs, il sera de nouveau malmené en 2014. Il est là, Bruno. Bruno, il a pris sa pause. Tu as changé l'ampoule du HMI du fond. Jean-Luc, s'il vous plaît, un petit essai pour le son. Qui présenter, par exemple. Je suis Jean-Luc Choplin, le directeur du théâtre du Châtelet. Merci, ça va. Bref, Jean-Luc Choplin connaît bien les petits théâtres optiques de Pierrick Saurin et lui propose de mettre au service d'une mise en scène d'opéra son goût pour les inventions visuelles, à la fois drôles et poétiques. Pierrick va saisir bien sûr cette opportunité inattendue. Seulement, l'opéra scénographié de manière, disons, classique, avec de vrais décors imposants, qu'il est difficile de changer toutes les 5 minutes, ce n'est pas son truc. Il préfère le cinéma, avec ses décors qui peuvent changer d'une seconde à l'autre. Il va donc transformer la scène en un espace de création filmique. La scène devient un studio bleu, un studio dédié au trucage. Et le principe de ces scénographies sera de créer en direct, sous les yeux des spectateurs, des séquences visuelles, avec bien sûr la complicité des chanteurs, des chanteuses, des danseurs et danseuses, des choristes, et avec l'aide aussi de figurantes ou figurants. Pour clarifier la chose, je vais m'appuyer principalement sur un exemple, celui de la Belle Hélène d'Offenbach, dont les images de captation sont assez explicites. Dès le début du spectacle, le titre même de l'opéra fait l'objet d'un traitement cinématographique en direct dans l'esprit d'un Georges Méliès. On voit un homme qui amène sur scène une maquette. La maquette est cadrée par une petite caméra et le bateau circule alors sur un grand écran en format cinémascope. Arrivent des danseuses en combinaison bleue qui manipulent des lettres et le titre du film, enfin du spectacle, se forme alors sur l'écran grâce au procédé de l'incrustation.
Un peu plus tard, c'est un intérieur grec qui entre en scène, enfin avec un élément anachronique, une télévision. Des choristes se mettent en place devant une caméra. La chanteuse se place ailleurs devant une autre caméra. Et la voici dans le film, chez elle, tandis qu'une scène d'amour jouée elle aussi en direct apparaît dans le poste de télévision. Et voici nos choristes qui apparaissent derrière les fenêtres, et ce grâce à un régisseur vidéo qui œuvre avec précision dans l'ombre des coulisses. Autre scène, on amène sur le plateau un théâtre optique avec une danseuse en hologramme et les chanteurs se retrouvent dans une étrange boîte de nuit, enfumée en direct grâce aux manipulations d'un acteur technicien. À d'autres moments, les chanteurs pourront apparaître tantôt sur une motocyclette, tantôt dans un avion. On voit ici que la motocyclette est sur scène et qu'un manipulateur à droite fait défiler un paysage devant une caméra pour créer un effet de travelling sur l'écran. Et ici, le chanteur est simplement assis sur un cube bleu et il va apparaître dans un avion. On aura remarqué au passage la présence récurrente d'un personnage burlesque au comportement assez incongru qui joue un peu le rôle du bouffon. Et sa fonction, au-delà du comique, est de faire lien entre les scènes. C'est peut-être aussi une sorte d'avatar de Saurin lui-même. Alors cette pratique qui consiste à utiliser des décors miniatures en maquette filmés en direct permet bien sûr de changer de décor souvent et facilement, mais aussi de composer des images en jouant sur les échelles des objets représentés. Dans la Pietra del Paragone, un chanteur va ainsi se trouver en interaction avec des personnages qui sont comme des Lilliputiens. Chi è colei che s'avvicina? Chi è? Chi è? È una prima ballerina, sì, è una prima ballerina. Sul teatro di Lugano, an furor nel sol di mano, gran furor, gran furor. A chi è mai quest'alto qua? Il poeta faccia fresca che non sa quel che si pesca. Conteggiarle, conteggiarle. Sì, signore, voi farete gran furore, voi farete gran furore, voi farete gran furore. Questa musica è divina. Più bel dramma non si dà. No, 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 sì, 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 questa musica è divina. No, 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 più bel dramma non si dà.
La technique de la composition d'images en direct par l'usage du fond bleu n'est pas le seul procédé utilisé par Saurin pour ses mises en scène. Il utilise aussi parfois des marionnettes manipulées en direct à la main ou dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Un exemple dans la flûte enchantée, où des têtes d'animaux sont manipulées en direct. Selbst willen ihre Freude. Ach, nur Pamina bleibt davon. Nur Pamina bleibt davon. Un autre exemple dans Popéa, où un squelette fait du vélo et effectue en temps réel un playback sur la voix du chanteur. Ces marionnettes sophistiquées ont en l'occurrence été réalisées par Nicolas Darro, artiste plasticien. Come then, death, come on, come on. Come then, death, come then, death. But it's strong, I will lead you and conquer all fear and sorrow. And after turbulence, after the turbulent days of misery and blackness, death is the dawn of infinite light and brightness, infinite brightness. Come then, death, come on, come on. Come then, death, come then, death. Firm and strong, I will lead you and conquer all fear and sorrow. En Popéa, Saurin va également faire référence aux coulisses du cinéma en concevant une scène où les chanteurs vont effectuer en direct le doublage d'un film muet. There she is. The cunning bitch has changed her clothes again, so we won't recognize her. Grab her! Let go of me! What am I accused of? Who's accusing me? What am I supposed to have done? Don't fake ignorance. You tried to kill Prepare while she was lying asleep. Oh, God. No, he wouldn't. What an idiot I am. Look out! Here comes Nero! Here she is, sir. If Prepare hadn't woken up and scared her up, she'd have stabbed her with this knife. Why did you do this? Did someone persuade you to do it? I thought you were Popeye's friend. Tell them to stop hurting me. I'm completely Keep on innocent. with her. If you don't confess. I wish for only to live with this man in exile for the rest of my life. But only to live with this man in exile for the rest of my life. Il utilise aussi volontiers les projections d'images sur tulle, ce tissu semi-transparent qui permet de faire apparaître des images de manière un peu magique, puisque grâce au tulle, les images semblent flotter dans l'espace, le support de projection étant quasiment invisible.
Ici, dans la flûte enchantée, une marionnette et un objet manipulé en direct par des danseuses vêtues de noir se promènent dans l'espace. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Dans Popéa, ce sont des poissons qui circulent sur toute la hauteur du cadre de scène, et aux poissons se mêle un vrai cascadeur-danseur qui nage en étant suspendu au cintre. Deluxe starch has already been married twice. Listen to me. Nero's infatuated. He's been seduced by Popea, but her attractions will soon fade and he'll be on to the next girl. Or boy. Dans le cas de la flûte enchantée, il est intéressant de savoir que Pierre Exorin avait prévu de réaliser une expérience, à ma connaissance, jamais tentée. Il souhaitait que les spectateurs fussent équipés de lunettes 3D et que les compositions d'images soient créées en direct à l'aide de caméras stéréoscopiques, lesquelles génèrent des images en relief. Ainsi, par exemple, lors de la scène d'ouverture de la flûte, le serpent qui attaque le prince Tamino aurait pu soudain bondir vers les spectateurs qui auraient ressenti physiquement la présence menaçante du serpent juste sous leur nez. Alors il avait expérimenté le procédé qui fonctionnait, mais comme cet opéra devait faire l'objet d'une captation pour la télévision et qu'il est impossible de filmer des effets de relief qui n'existent pas en dehors de notre cerveau, le projet a dû être abandonné. Faute de 3D relief, ce sont donc des projections à la fois en fond de scène et sur écran de tulle qui ont permis d'immerger les chanteurs dans un univers d'images tridimensionnelles, comme dans ce nouvel extrait qui concerne l'air le plus connu de la flûte enchantée. La chanteuse baigne dans des images de flammes et de fumée créées en direct. Ce style de mise en scène où la technique doit jouer un rôle important, sans nuire à la fluidité du spectacle, demande un travail très précis en amont. Alors comment travaille Pierre Exorin pour préparer tout cela? Il va nous le dire lui-même dans ce bref interview extrait d'un reportage pour la télévision. Alors quand je travaille sur une mise en scène ou sur une scénographie, enfin les deux sont très imbriqués vu la manière dont je conçois le spectacle. Le cœur de mon travail, je dirais, c'est la réalisation d'un storyboard précis, complet, avec des annotations, avec des descriptifs écrits, de manière à vraiment bien pouvoir envisager comment les choses vont pouvoir se faire. Et je ne laisse pas libre cours à mon imagination parce qu'il y a des paramètres, des contraintes spatiales, temporelles, des enchaînements de tableaux à gérer. Donc il faut que je pense à des situations visuelles vraiment faisables en live sur une scène. Et je dirais que c'est comme si je préparais une sorte de film d'animation dont les chanteurs sont les personnages, même s'ils sont réels. Et il faut avoir un peu la précision, un peu du storyboard d'un film d'animation. Et voilà, et je m'occupe assez peu du côté jeu d'acteur, tout ça, puisque en général je suis en duo avec un autre metteur en scène qui lui prend en charge ce que j'appellerais la direction d'acteur, qui moi m'intéresse pas forcément tellement non plus, dire à quelqu'un tiens il faut que tu sois gai ou triste, je suis pas très à l'aise avec ça en fait. Et voilà, et ensuite donc à partir du storyboard, je fais aussi des croquis des fois avec des mesures très précises parce que il y a des angles de caméra, des distances de caméra, donc
il ne s'agit pas de dire il faut faire une maquette de cuisine. Il faut dire le frigo il est là, il est à tant de centimètres de la gazinière, qui fait tant sur tant, etc. Parce que tout est dans la précision dans ce genre de spectacle en fait. Et puis il y a cet enjeu qu'il n'y a pas dans les expositions peut-être d'art plastique, parce que c'est du live. Donc dans une exposition, s'il y a une pièce qui ne marche pas trop bien, on la répare, le lendemain elle marche. Bon, les dégâts sont limités, mais s'il y a un problème dans le cas d'un spectacle live, c'est beaucoup plus gênant, d'autant que les gens payent leur place souvent assez cher, donc il faut vraiment leur offrir un spectacle qui fonctionne, quoi. Voilà, alors vous aurez certainement saisi les liens qui existent entre les œuvres plastiques ou filmiques de Pierrick Saurin et son travail de scénographe. On retrouve l'humour, le goût du trucage parfois bricolé, la confrontation entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre de la représentation, le dépassement des limites de genre, quand spectacle vivant et cinéma s'entremêlent, et le fait que tout se passe à vue dans ces spectacles rejoint cette volonté qu'il manifeste dans ses films ou dans ses installations de donner à voir les processus de création des images, processus qui pour lui ont une valeur poétique intrinsèque et qui participent d'une déconstruction des images, qui symbolise aussi à la fois une certaine fragilité. Ces dispositifs, en effet, s'appuient sur des technologies actuelles, mais restent très manuels et tiennent souvent avec des bouts de ficelle. C'est la fragilité humaine qui est là exprimée, mais aussi la capacité de l'homme à sans cesse inventer, même avec peu de choses, pour dépasser cet état de fragilité. J'ai évoqué Georges Méliès au début de mon intervention, ce pionnier du cinéma et des trucages, et il est intéressant de savoir que Méliès, en 1905, a créé dans la salle du théâtre du Châtelet des séquences cinématographiques comme élément d'un spectacle féerique joué dans ce même lieu à la même époque. La rencontre entre la scène et les images animées ne date donc pas d'hier. Et pour ceux que le sujet intéresse, je vous recommande cet ouvrage, La scène et les images, ouvrage collectif composé sous la direction de Béatrice Picon-Valin, édition du CNRS. Merci pour votre attention et je vous souhaite de poursuivre agréablement cette visite.